À l'origine, notre planète rocheuse n'est que poussière flottant dans l'espace. Poussière composée de débris d'anciennes étoiles géantes qui, au terme de leur vie, ont explosé. C'est de ces supernovae que proviennent tous les éléments que nous connaissons actuellement. Le fer, le carbone, ainsi que l'or et des substances radioactives comme l'uranium. En se refroidissant, la poussière d'étoiles se densifie. Sous l'effet de la gravité, le nuage de poussière s'effondre sur lui-même, formant un disque géant en rotation, la nébuleuse solaire. En son centre naît une étoile, notre Soleil. L'hydrogène et l'hélium, balayés aux confins du disque, se condensent pour former les planètes gazeuses. Il ne reste plus alors que des grains de poussière en orbite autour du Soleil. Au fil du temps, la poussière se réunit sous l'effet des forces de gravitation pour former de petits morceaux de roche. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette accumulation de matière va engendrer un objet aussi complexe qu'une planète. En l'espace de plusieurs millions d'années, la gravitation va poursuivre son œuvre pour donner naissance à la Terre, une planète parmi tant d'autres qui orbite autour du Soleil. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre est une sphère rocheuse non différenciée. Des volcans déversent d'énormes quantités de lave sur sa surface bouillonnante. Notre planète, alors hostile, est sur le point de subir le premier d'une série d'événements qui vont la transformer d'une manière irréversible. Les éléments radioactifs, piégés lors de la formation de la planète, la chauffent de l'intérieur. Au même moment, la force gravitationnelle de la Terre attire d'énormes quantités de débris célestes. Le bombardement accroît considérablement la température en surface. À partir de 1200 degrés Celsius, le fer commence à fondre et à couler. Le fer, qui s'accumule au cœur de la Terre, forme un noyau liquéfié d'une dimension égale aux 3/4 de la masse lunaire. Des tourbillons de ce métal en fusion, naît une force invisible qui, aujourd'hui encore, participe à notre survie, le champ magnétique terrestre. À l'intérieur du noyau fluide, une convection agissant comme une dynamo génère des courants électriques qui, à leur tour, transforment la Terre en un aimant géant doté de 2 pôles magnétiques, l'un au nord, l'autre au sud. Sans ce noyau de métal liquide, la Terre primitive aurait été dépourvue d'atmosphère et la vie n'y serait jamais apparue. La raison en est simple, l'espace n'est pas viable. Il fourmille de particules chargées hautement dangereuses qui peuvent être 10 fois plus mortelles que les radiations d'une explosion nucléaire. Ces particules sont émises lors des grandes éruptions solaires. C'est le vent solaire. Ce flux dévastateur s'élance vers la Terre à la vitesse moyenne de 400 km/s, soit 1 400 000 km/h. Si ce vent devait toucher la surface de notre planète, il anéantirait l'atmosphère dans quelques milliers d'années. Mais le champ magnétique terrestre sert de bouclier protecteur qui dévie la trajectoire des particules solaires. Sans son noyau fluide, notre planète ne serait qu'une sphère rocheuse stérile, dépourvue ou presque d'atmosphère. La Terre n'est encore qu'une protoplanète, constituée de roches en fusion. Dépourvue de surface solide,
elle n'abrite qu'un vaste océan de lave. Une jeune planète baptisée Theia se dirige droit sur nous. Elle a la taille de Mars et se déplace à près de 15 km/s, 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. La force de gravitation de ce corps céleste déforme la surface de la Terre. L'onde de choc est phénoménale. Les deux corps sont comme liquéfiés sous l'impact. Ils éjectent des milliards de tonnes de matière dans l'espace. Mais en moins d'un siècle, la force de gravitation rassemble les débris en un anneau de poussière incandescent qui entoure la Terre. La solidification des fragments de roche en fusion forme alors un ensemble de 3500 km de diamètre. Notre Lune est en train de naître. Elle gravite bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à peine 22 000 km au lieu des 400 000 actuels. Le Soleil se lève sur une Terre en phase de refroidissement. De vastes étendues se solidifient. Pourtant, la Terre reste hostile et inhabitable. Il y a 3,9 milliards d'années, des débris issus de la formation du système solaire s'abattent sur la Terre. Observons ces minéraux étranges au cœur des météorites. Ils ressemblent à des cristaux de sel, le même que l'on saupoudre sur nos aliments. Chacun d'entre eux renferme de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles célestes pourraient bien contenir l'ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Chaque météorite ne contient qu'une quantité infime d'eau. Mais il s'agit d'un bombardement qui va durer 20 millions d'années. Des flaques se forment et l'eau s'accumule sur le sol ferme. Car si le noyau de la Terre est toujours en fusion, il règne une température de 70 à 80 degrés à la surface, qui a favorisé la formation d'une croûte. L'eau est l'élément vital à l'origine de la vie. Sans elle, aucun organisme vivant ne peut exister.
Notre jeune planète est recouverte d'eau et de terre. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique et la chaleur bien trop élevée pour que la vie s'y développe. Les météorites. Elles bombardent la planète depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans. Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant, cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie. L'eau est maintenant saturée d'organismes microscopiques. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. La vie microscopique se développe. Pour trouver des formes de vie plus complexes, il faut faire un nouveau bond dans le temps et remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années dans un océan peu profond. Ces formations ressemblent à des rochers, ou peut-être même à des plantes aquatiques. Elles semblent émerger du sol marin. C'est une colonie de stromatolites. Ces grands stromatolites ont une base essentiellement rocheuse. La seule partie vivante est une fine couche en surface. Elle est composée de bactéries microscopiques d'une couleur bleu-vert appelées cyanobactéries. Comme par magie, ces bactéries transforment la lumière solaire en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, utilise la puissance des rayons solaires pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose. Et cette métamorphose libère un produit dérivé, un gaz, l'oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent l'océan d'oxygène. À la surface, l'oxygène transforme l'atmosphère. Ces stromatolites sont en train de fabriquer l'élément essentiel au développement de la vie.
Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces anciennes colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le niveau d'oxygène continue d'augmenter. Il y a 1,5 milliard d'années, soit environ 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, aucune forme de vie complexe, aucune plante n'est encore apparue. Mais la Terre dispose d'un atout qui la distingue des autres planètes, une force qui a le pouvoir de tout changer.